Donc à nouveau, bonsoir à tous. On va pouvoir commencer cette soirée en accueillant nos deux intervenants. Donc Lee Mang-nok, qui est orateur national de la France Insoumise en charge des questions économiques, qu'on remercie d'être venu nous rencontrer à Dijon. Je vous propose de l'accueillir en l'applaudissant. Ainsi que Jeanne Chevalier, qui est donc rédactrice du livret pour un service bancaire, qui participera donc, qui co-participe à l'intervention. Voilà, je vous propose de l'applaudir également. Donc cette soirée va se dérouler en deux temps. Donc effectivement, on va causer de l'Europe ce soir. Donc l'Europe est-elle un rempart ou est-elle complice des dérives de la finance que nous observons à l'heure actuelle ? C'est un sujet d'actualité on ne peut plus brûlant actuellement. Donc Lee Mang-nok et Jeanne Chevalier vont s'exprimer durant 1 heure à peu près sur le sujet. Et puis après, place sera laissée aux échanges avec le public et aux questions. Je mentionne que l'intégralité de cette intervention sera filmée et que vous pourrez la retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre site internet Côte d'Or Insoumise. On le mettra en ligne très rapidement et très bientôt. Donc je vous souhaite de passer une excellente soirée et tout d'abord je vais céder la parole à Arnaud Guvenatam qui va introduire la soirée. Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Donc l'idée en fait de provoquer cette réunion sur la question de l'Europe et de la fraude fiscale, ça a été aussi en réaction à ce qu'on a pu voir au niveau des Paradise Papers il y a quelques mois, et ça a été aussi une thématique qui a été votée par les militants de la France Insoumise à la Convention de donner priorité à une campagne nationale sur l'optimisation à la fraude fiscale, donc avec la question européenne qui est bien sûr sous-jacente. Donc c'était deux thématiques qui se télescopent et qui étaient parfaites, je pense, pour organiser cette réunion. Vous êtes nombreux. Et alors, particularité aussi et intérêt de cette réunion, c'est que ça peut apparaître souvent comme quelque chose d'éloigné du quotidien des gens. On voit ça dans les reportages télé, Cache Investigation, ça paraît très éloigné de nous. Et au moment du vote des militants de la France Insoumise comme thématique nationale, localement, les militants de Dijon avaient fait une déambulation dans Dijon pour illustrer ce que pouvait être la fraude fiscale proche de chez nous. C'est-à-dire, on s'est baladé rue de la Liberté et en fait, on se rendait compte que quand on voyait Subway, McDonald's, des enseignes comme ça, on se rendait compte que quand on achetait un sandwich là-bas, en fait, on favorisait des gens qui ne payaient pas leurs impôts en France, notamment. Donc voilà, c'était une manière aussi d'aborder cette thématique-là de manière un peu concrète. Et donc là, c'est l'occasion d'avoir deux orateurs de qualité pour, je pense, nous permettre de dégager des thèmes plus nationaux, transnationaux, européens, mais toujours en lien avec le quotidien des gens. Donc voilà, je ne vais pas m'exprimer plus longtemps, je vais laisser la parole à Jeanne. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis particulièrement heureuse d'être ici parce que j'ai jamais milité au sein de la France Insoumise Dijon, mais j'ai passé les 21 premières années de ma vie à Dijon, donc c'est pour moi très émouvant d'être là. Donc effectivement, comme on l'a dit, au sein de la France Insoumise, j'anime le livret thématique sur les banques, qui donc a été une extension du programme pendant la campagne, qui s'appelle Pour un service public bancaire, qui est en ligne et que vous pouvez retrouver dans beaucoup d'événements militants. Et qui est aujourd'hui un groupe de travail, donc qui allie une réflexion un peu théorique sur les sujets bancaires et financiers et des actions, des luttes, voilà. Donc par ailleurs nous recrutons, donc je vous le dis, et si ça vous tente, vous pouvez tout à fait rejoindre notre groupe de travail. Alors, ce thème de réunion, l'Europe rempart ou complice contre les dérives de la finance, est particulièrement intéressant et il fait écho à un article que nous avons écrit avec des camarades du livret banque qui s'appelle « BCE halte à la collusion avec la finance » qui est publié sur le site de la France Insoumise, dans les désintox de la France Insoumise, et donc que je vous invite à lire si vous le souhaitez. Et voilà. Et mon intervention va se baser sur ce travail. Donc, dans le cadre d'une réflexion sur l'Europe de la finance, il apparaît
tout à fait intéressant de se pencher sur le cas d'une institution dont on parle assez peu dans les médias traditionnels, mais qui en pratique est devenue, selon plusieurs chercheurs, l'institution économique la plus importante, la plus puissante au sein de l'Union européenne. Et cette institution, c'est la Banque centrale européenne. Voilà. Et je voudrais m'intéresser à cette institution à travers un fait d'actualité. L'année dernière, au début de l'année 2017, on a une ONG européenne qui s'appelle l'Observatoire européen des lobbies, qui a déposé plainte contre la Banque centrale européenne et plus particulièrement contre son président Mario Draghi. Elle a déposé plainte au motif que Mario Draghi fait partie du G30. Alors le G30, l'Observatoire européen des lobbies nous dit que c'est ni plus ni moins qu'un lobby bancaire. Et donc l'ONG nous dit que Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, fait partie activement de ce lobby bancaire. L'ONG, elle a déposé plainte auprès d'une institution européenne indépendante qui s'appelle le médiateur européen. Le rôle du médiateur européen, c'est de se pencher sur les cas de mauvaise administration au sein de l'Union européenne, de conflits d'intérêts potentiels. Alors le médiateur européen, il a fait une enquête sur Mario Draghi, sur sa participation au G30. Qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est que le G30 est un cercle privé particulièrement opaque qui rassemble des hauts dirigeants du secteur bancaire privé, donc des dirigeants de Goldman Sachs, donc des dirigeants de HSBC, donc des dirigeants de toutes ces banques qui organisent l'évasion fiscale à l'échelle internationale. HSBC, vous avez peut-être vu le reportage passionnant d'Arte à ce sujet. HSBC a été créé dans le but même d'organiser l'évasion fiscale à l'échelle internationale. Eh bien, Mario Draghi participe à ce cercle aux côtés des dirigeants de banques privées. Donc l'enquête du médiateur européen a également permis de voir que ce cercle, qui comporte évidemment 31 hommes sur 33 membres, comme d'habitude, le pouvoir économique va de pair avec le patriarcat, et donc que ce cercle, le G30, avait des réunions particulièrement opaques. Ses membres étaient désignés par cooptation, selon des règles absolument pas dévoilées, pas transparentes, et que la participation de la Banque centrale européenne à ce groupement, à ce cercle, était d'autant plus problématique que depuis 2014, la Banque centrale européenne a parmi ses missions de contrôler les grandes banques au sein de l'Union européenne. Ça veut dire que dans ce G30, on a Mario Draghi, haut dirigeant de la Banque centrale européenne, qui se retrouve avec les dirigeants des grandes banques qu'il a la mission de contrôler. Alors dans des conditions extrêmement privilégiées, autour de petits fours, de coupes de champagne, etc. Et ensemble, ils vont pouvoir formuler des propositions pour réguler, qui ça? Les banques. Pour lutter contre l'évasion fiscale, par exemple. Voilà. Donc là, on a vraiment un exemple patent de ce que beaucoup d'économistes atterrés, critiques, qualifient de collusion entre le superviseur bancaire et les banques privées, de conflits d'intérêts, de capture du superviseur bancaire. Mais bon, un exemple, il ne faut pas aller le chercher très loin non plus. Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne actuellement, d'où il vient? Il nous vient tout simplement de Goldman Sachs. Il a été haut dirigeant à Goldman Sachs avant d'être à la tête de la Banque centrale européenne. Et il était, devinez où, dans la direction de Goldman Sachs qui a aidé à maquiller les comptes de la Grèce avant l'adhésion de la Grèce à la zone euro. C'est-à-dire que voilà, bon, de voyou à voyou, enfin, il reste voyou, quoi. Et il continue à servir les intérêts du monde dont il vient. Voilà. Alors le médiateur européen, institution indépendante, a tiqué sur cette question. Et il a rendu sa décision après une enquête de 1 an en demandant au président de la Banque centrale européenne de quitter le G30, de quitter ce cercle. Or, certes, c'est une institution indépendante, mais les décisions du médiateur ne sont pas contraignantes. Donc Mario Draghi n'a en réalité aucune obligation, dans l'état des traités européens actuellement, de quitter le G30. Alors il doit seulement, avant avril 2018, dans quelques mois, donner une explication motivée de sa décision de quitter ou non ce cercle. Voilà.
Mais ce fait d'actualité a eu quand même pour intérêt d'attirer notre attention à nous, citoyens, sur la Banque centrale européenne et sur son indépendance qui est en réalité à géométrie variable. Alors le traité de Maastricht, le traité de Lisbonne, ancrent dans le marbre l'indépendance de la Banque centrale européenne. Ils nous disent que, enfin, l'idéologie qui était présente derrière, c'est que le politique, la volonté démocratique est beaucoup trop dangereuse par rapport à une institution qui doit rester indépendante. Et voilà. Et donc c'est pour ça, évidemment, le traité de Lisbonne, il se méfie de la volonté démocratique. Le traité de Lisbonne, pour rappel, c'est le traité qui a été passé en 2007, alors même que le peuple français avait voté non en 2005 à la proposition de traité pour une constitution européenne. Voilà, donc évidemment, le traité de Lisbonne, la volonté démocratique, il n'en a évidemment rien à faire. Voilà. Donc, la Banque centrale européenne est donc indépendante du Parlement européen, par exemple. Les parlementaires européens n'ont aucun pouvoir sur les décisions qui y sont prises. Je pense que Lee Mwang-nok, qui a été eurodéputé européen, pourra en parler peut-être plus longuement que moi. Et la Banque centrale européenne n'a aucun pouvoir, par exemple, pour financer les dettes des États, alors même que c'est un pouvoir qui était traditionnellement, historiquement, accordé aux banques centrales. Donc, notre Banque centrale européenne, elle est indépendante de la volonté démocratique. Ça ne veut absolument pas dire qu'elle est indépendante vis-à-vis des marchés financiers ou des intérêts de l'État qui est actuellement le plus puissant au sein de l'Union européenne, à savoir l'Allemagne. Je vous conseille un très bon article de Romaric Gaudin à ce sujet dans le journal La Tribune. Romaric Gaudin, c'est un journaliste économique plutôt de gauche, plutôt progressiste, qui a dû quitter ses fonctions au sein du journal La Tribune pour opinions trop dissidentes, mais qui désormais a un super blog sur Mediapart, et qui nous fait remarquer que les hauts dirigeants de la Banque centrale européenne, avant chaque décision de politique monétaire, ils se font des petits déjeuners avec des hauts acteurs de la finance et des hauts dirigeants financiers. Voilà. Donc avant toutes les décisions importantes qu'ils ont à prendre. Or, ça, c'est une pratique qui, par exemple, dans d'autres pays comme la Banque centrale d'Angleterre, est complètement proscrite, interdite, parce que précisément, ça heurte l'idée de l'indépendance de la Banque centrale qui devrait être préservée. Au moment de l'épisode grec en 2015, lorsqu'Alexis Tsipras est arrivé au pouvoir, c'était particulièrement patent, évident que la Banque centrale européenne n'est en rien restée indépendante. Donc pour vous faire un petit rappel, Tsipras a été élu sur une volonté, sur un programme de rupture avec l'austérité en janvier 2015. Qu'est-ce qu'elle a fait, notre Banque centrale européenne ? Dès février, elle a rendu beaucoup plus difficile pour les banques grecques de se procurer des euros auprès de la Banque centrale européenne, alors même que c'est ce que font toutes les banques au sein de l'Union européenne, en tout cas au sein de la zone euro. Voilà, donc c'était une manière de mettre en place un chantage. Et dans ce chantage, la Banque centrale européenne était aux côtés de la Commission européenne, une autre institution hautement démocratique, avec à sa tête Jean-Claude Juncker, qui a dans son pays organisé largement l'évasion fiscale lorsqu'il en était Premier ministre. Et la Banque centrale européenne était à côté du FMI, voilà, une autre institution qui est au service de la volonté des peuples et du progrès social, nous le savons tous. Et donc, l'idée, c'était de faire un chantage contre le gouvernement d'Alexis Tsipras pour l'obliger à accepter le mémorandum, c'est-à-dire tout un tas de mesures qui étaient faites pour couper dans les dépenses publiques et pour saigner le peuple grec pour faire en sorte que la Grèce rembourse sa dette auprès de créanciers qui étaient bien souvent au départ allemands. Voilà. Donc, donc la Banque centrale européenne a fait chantage au niveau des banques grecques. Elle a même fait fermer les banques grecques à l'été 2015, alors même que Alexis Tsipras avait convoqué un référendum pour demander si le peuple grec était oui ou non en faveur du mémorandum, en faveur du pack de mesures qui lui était proposé donc par les institutions européennes. Et donc, en dépit de ce chantage affreux et du fait que l'économie a été mise à sac, parce que fermer les banques, c'est empêcher l'économie de fonctionner, le peuple grec a voté non au mémorandum,
et au référendum. Et voilà, votant contre l'austérité qui lui était imposée. Néanmoins, ce chantage, c'est sans doute celui qui a fait plier ensuite Alexis Tsipras dans les négociations. Et ceci d'autant plus que Alexis Tsipras n'avait pas préparé de plan B. Et il faut bien voir que c'est à ce moment-là, à partir de l'été 2015, que Jean-Luc Mélenchon a quant à lui tiré les leçons de l'épisode grec et a lancé ce qu'on appelle les sommets du plan B. Voilà, et qui sont une initiative très importante du mouvement de la France insoumise dans le cadre de la stratégie plan A, plan B. Voilà. La Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, va nommer un nouveau président à sa tête. Mario Draghi, ça va être la fin de son mandat, donc il va pouvoir quitter ses fonctions. Dans l'optique d'une refondation démocratique de l'Union européenne, on pourrait se dire que le Parlement européen pourrait avoir un droit de regard sur le président qui pourrait être à sa tête. Eh bien, voilà, c'est pas prévu actuellement, mais ça pourrait être totalement d'actualité. La Banque Centrale Européenne, pour relancer l'économie qui a eu du mal à sortir de la crise, elle a injecté des milliards d'euros dans l'économie depuis 2015 à nouveau. Elle a injecté des milliards d'euros, mais en pratique, est-ce qu'elle les a injectés dans l'économie réelle, dans celle qui nous touche, nous citoyens? Est-ce qu'elle les a injectés pour construire des écoles, pour construire des routes? Non, absolument pas. Elle a simplement acheté des titres financiers et elle les a donnés aux banques et elle a fait grossir ce qu'on appelle les bulles financières qui mettent en péril l'économie tout entière parce que ça fait menacer d'une prochaine crise financière. Voilà. Ce sont des questions tout à fait importantes dont je pense que nous, citoyens, devons absolument nous saisir. Il y a des intérêts très forts à faire en sorte qu'on détourne le regard de ces questions monétaires, financières à l'échelle européenne et qui ont tout à voir avec la possibilité d'organiser l'évasion fiscale à l'échelle européenne. Et voilà, je pense que c'est à nous de nous en saisir et c'est pour ça que je pense que cette conférence publique est absolument déterminante aujourd'hui. Voilà, je vais passer la parole à Lim. Bien, merci Jeanne. Attends, je vais passer le fil comme il faut. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, le titre de la dissertation que tu m'as demandé de traiter avec Jeanne, c'est l'Europe est-elle un rempart à la mondialisation, enfin à la finance, face aux dérives de la finance, ou est-ce que cette Europe-là est complice de la finance? Alors, cette question est intéressante parce que pour les plus anciens, et je salue Alain qui est au fond, nous avons subi au Parti socialiste un certain nombre de discours à l'époque où on nous a vendu le projet européen comme étant quelque chose qui devait être un rempart contre la mondialisation libérale. Hein. Souvenez-vous, celles et ceux d'entre vous qui étaient un peu impliqués dans le débat politique au début des années 80. Bon, le tournant de la rigueur de 83, par exemple, nous a été expliqué comme étant le sacrifice nécessaire en attendant de faire l'Europe progressiste dans laquelle on allait pouvoir pratiquer des politiques soi-disant de gauche avec une Europe sociale à la clé. Hein. Et maintenant, l'Europe sociale, vous connaissez la chanson et le slogan qui a tapissé les affiches de Dijon pendant quelques années, puisque le maire de Dijon a chanté cette chanson pendant pas mal d'années. Bon, ça, il va peut-être plus rester là longtemps, mais c'est cette chanson-là qu'il a essayé de vous chanter. Alors, comme vous le savez, on ne va pas y aller par quatre chemins, l'Europe n'a pas été ce rempart aux dérives de la finance qu'on nous a annoncé. Alors déjà, c'est quoi la finance, hein? On va essayer de faire un peu de pédagogie, en plus c'est filmé, donc il faut qu'on dise des choses crédibles, hein, parce qu'à chaque fois qu'on dit des choses, on nous attend pour dire que les insoumis ne sont pas sérieux et qu'ils ne veulent pas le pouvoir parce qu'ils veulent juste se défouler et dire du mal des autres. Non, nous sommes des gens sérieux, nous chiffrons nos programmes
et lorsque nous aurons le pouvoir, nous l'appliquerons. Donc on va dire des choses très sérieuses. Alors c'est quoi la finance très précisément ? Quand on dit la finance avec un grand F, et quand certains disent la finance n'a pas de visage, vous connaissez la phrase qui a causé la perte de François Hollande au Bourget. Eh bien si, cette finance, elle a un visage, très précisément. Elle a un visage. C'est en France les 0,01% les plus riches de ce pays à qui on a baissé l'impôt sur les revenus du capital et à qui on a supprimé l'impôt sur la détention d'actions. C'est ce cadeau à la finance qui a été fait. Car c'est quoi ces gens ? Ce sont des gens dont l'essentiel du revenu est donné par des revenus du capital, des revenus des titres qu'ils détiennent en bourse, les actions et les obligations, et qui forment l'essentiel de leur patrimoine. Eh bien, la suppression de l'impôt sur la fortune, c'est de décider de ne plus taxer l'essentiel du stock de richesse de ces plus grandes fortunes de France. Prenez la première fortune de France qui est estimée à 45 milliards, celle de M. Bernard Arnault. Bon, l'essentiel, le cœur de cette fortune, c'est la détention d'actions. Ce n'est pas les yachts et les voitures de luxe, c'est la détention d'actions. À partir du moment où vous ne taxez plus le cœur de la richesse, ça veut dire que la rente va grossir sans arrêt et se concentrer entre des mains de moins en moins nombreuses. Alors la finance, c'est quoi ? C'est les banques aussi. C'est les banques qui réalisent des prêts, qui créent des innovations exotiques appelées subprime, LBO, leverage buy-out, c'est des crédits aux entreprises gagés sur la valeur future de l'entreprise. Donc c'est des crédits qui sont faits aux agents économiques qui n'ont pas forcément besoin d'apport pour s'endetter. Donc c'est des crédits, qu'ils soient faits aux ménages ou aux entreprises, qui sont nécessairement risqués, puisque vous ne savez pas si le ménage qui s'endette va réussir à rembourser ses traites et si l'entreprise qui rachète d'autres entreprises va réussir à se valoriser ou pas. Savez-vous que la dette de M. Drahi est située entre 30 et 50 milliards et que lorsqu'il a racheté la téléphonie et d'autres activités comme ça, sans apport initial avec des LBO, ceux qui ont financé les LBO de M. Drahi ne savent pas si les 50 milliards de dettes vont faire des petits. Vous voyez qu'il y a sujet à s'inquiéter quant à la dette privée. On nous bassine avec la dette publique, mais la dette la plus dangereuse, c'est quand même la dette privée. La dette privée, aujourd'hui, elle est supérieure à 150% du PIB, alors que la dette publique, on est à 98% du PIB en taux d'endettement. Donc, on ne parle jamais de la dette privée, mais la dette privée, c'est la dette qui est financée par le monde de la finance qui veut se faire du blé sur les crédits qui sont accordés, jusqu'à ce que ça se casse la figure, puisque dans l'épisode des subprimes, on a fait rêver les pauvres aux États-Unis, et les pauvres, comme évidemment ils n'ont pas réussi à payer leur retraite, eh bien ça s'est effondré, et toutes les institutions financières qui détenaient des crédits contenant des créances contenant du crédit hypothécaire ont eu des pommes pourries en magasin, et ça a donné naissance à la crise de 2008. Bon. Donc les banques ont un rôle important, non seulement parce qu'ils accordent des crédits, mais aussi parce qu'avec les riches, dont j'ai parlé tout à l'heure, et on appelle un chat, nous on accepte volontiers d'appeler un chat, et un riche, oui, on appelle ça un riche. Donc les riches et les banques forment le noyau dur du capital des entreprises du CAC 40 aujourd'hui en France. Et donc il suffit de détenir en France entre 10 et 15% du capital des grandes entreprises pour avoir le pouvoir dans l'entreprise. C'est ça qu'on appelle les noyaux durs, même s'ils ont un peu fondu, parce qu'ils cohabitent avec des fonds de pension, et ça c'est l'autre dimension de la finance, des fonds de pension anglo-saxons qui sont très dispersés, qui ont un portefeuille de titres très diversifiés à travers les entreprises dans le monde entier où ils placent leur argent. Donc tout ça fait des petits, tout ça fait des revenus du capital. Les revenus du capital ont augmenté au cours de ces 30 dernières années plus vite
que le taux de croissance de l'économie réelle. Hein. Vous avez un rapport mondial sur les inégalités qui vient d'être publié et qui montre que eh bien, les 1% les plus riches se sont accaparés un quart des richesses créées au cours de ces 30 dernières années, hein, alors que les 50% de l'autre côté n'ont accédé qu'à 12% des richesses créées. Donc, on comprend que ce qui s'est passé, c'est que vous avez les revenus du capital qui ont augmenté plus vite que le PIB, parce que dans le PIB, dans la valeur ajoutée créée, la part qui a alimenté les profits non seulement a augmenté, mais en plus la part dans les profits qui a été consacrée au versement de dividendes a explosé. Et il y a vraiment un partage du gâteau qui s'est déformé en défaveur de la majorité de la population et au bénéfice du plus petit nombre qui s'est réalisé au cours de ces 30 dernières années. C'est très simple, le capitalisme financier. C'est ce partage du gâteau qui s'est mis en place. Hein. Une part de plus importante pour les revenus du capital, une part de moins importante pour les revenus du travail, et des profits qui ne servent pas à l'économie réelle, qui ne servent pas à investir, à créer des emplois et à créer des richesses. Et lorsque elles servent à créer des richesses, ça ne sert pas forcément à quelque chose, ce n'est pas forcément des dépenses utiles, c'est souvent des dépenses qui polluent et des dépenses inutiles. Mais l'essentiel des profits aujourd'hui alimente les dividendes des plus riches, qui, pour certains, ont pour sport favori eh bien, de faire se promener leurs capitaux un petit peu partout dans le monde. Alors ça s'appelle, quand c'est illégal, l'évasion fiscale, et puis quand c'est légal, ça s'appelle l'optimisation fiscale. Et vous avez des lobbies et des pays qui ont œuvré au sein de l'Union européenne en faveur de ce sport mondial. C'est même pas un sport national, c'est un sport mondial auquel s'adonnent ceux qui ont accaparé la part croissante de la richesse entre leurs mains. Alors, vous avez eu par exemple un lobbying explicite fait par les Britanniques quand ils étaient dans l'Union européenne en faveur de ce qu'ils appellent la concurrence fiscale. La religion britannique au sein de l'Union européenne, c'était la concurrence fiscale. Mais ce n'était pas les seuls à la pratiquer. Le Luxembourg pratique le même sport. Bon, ils sont moins nombreux, ça se voit moins. Ils sont moins bons au foot, mais en matière d'optimisation fiscale, je peux vous dire qu'ils sont champions du monde, quasiment. Vous avez l'Autriche aussi, qui milite en faveur de la concurrence fiscale. Et puis, vous avez aussi les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont de farouches partisans de la concurrence fiscale. Alors, par quoi ça se matérialise, tout ça ? Ça se matérialise tout d'abord par le fait que vous n'ayez pas d'harmonisation fiscale. Vous n'avez pas une harmonisation de l'impôt sur les sociétés. Alors, ça paraît technique comme ça. Hein, l'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés, c'est un chantier apparemment technique, mais en fait c'est très simple. Tous ces gens-là ne veulent pas d'harmonisation fiscale, parce que les différences en matière d'imposition sur les entreprises leur permettent eh bien, de déplacer les profits dans les pays où l'impôt sur les sociétés est le plus faible. Vous avez des entreprises qui ne payent absolument pas d'impôts en France. Bon, tu prenais l'exemple tout à l'heure d'une entreprise qui fabriquait de la malbouffe, mais il y en a d'autres. Il y a un autre exemple célèbre qui est une entreprise qui fabrique des chaussures avec une virgule. Bonjour. Oui. Mais je voulais pas tourner mon regard vers toi parce que je veux pas te mettre la honte, mais cette entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle transfère ses bénéfices aux Pays-Bas. Comment ? Eh bien parce qu'elle a créé une filiale aux Pays-Bas qui est chargée de gérer sa marque. Et donc, au nom du brevet qui est détenu par cette filiale, eh bien, l'entreprise en France verse de l'argent à l'entreprise à la filiale qui est censée gérer ce brevet. Ça s'appelle un prix de transfert qui consiste
à utiliser les bénéfices qu'on réalise en France pour soi-disant acheter le droit de véhiculer la marque et où atterrit le fric aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, vous avez une législation qui est particulièrement avantageuse. Et l'argent aux Pays-Bas est reversé à une autre filiale qui a une double nationalité, américaine et néerlandaise, et qui joue sur la législation et américaine et néerlandaise, qui dit que si vous avez une double nationalité, vous ne payez pas l'impôt sur les sociétés. Et donc l'entreprise en question ne paye pas l'impôt sur les sociétés. Bon, ça s'appelle l'optimisation fiscale. C'est complètement légal, hein. Et pourtant, c'est de l'évasion fiscale. Bon. Alors, il y a un différentiel d'impôt sur les sociétés sur lequel jouent toutes les entreprises. Et c'est très facile à faire. Lorsque vous faites du bénéfice en France, par exemple, de transférer vos profits dans les autres pays, d'autant que vous avez des textes européens. Parce que quand on nous dit bon, vous nous faites chier avec vos textes européens sans arrêt, là, on ne peut rien faire avec les textes, sans changer les textes européens. Mais regardons les textes européens. Vous avez une directive qui s'appelle la directive mère-fille. Société mère, société fille, c'est-à-dire la filiale. Bon, et qui dit quoi? Qui dit que lorsque vous avez une filiale à l'étranger, quand vous êtes une société mère basée en France, vous avez une filiale à l'étranger qui réalise des profits. Eh bien, à l'étranger, elle paye théoriquement l'impôt sur les sociétés. Bon, elle n'en paye pas beaucoup, puisque le but du jeu, c'est qu'elle n'en paye pas des masses. Donc c'est pour ça qu'elle est à l'étranger, cette filiale. Donc il suffit de balancer tous vos profits à l'étranger dans cette filiale pour réduire l'impôt sur les sociétés. Et c'est ce qu'ils font. Et dans cette directive, quand vous rapatriez l'argent, eh bien, en France, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas taxer. Parce que sinon, il y aurait double imposition. Bah oui. Alors, bon, la France a avalé cette affaire. Après, ils se sont dit, bon, quand même, on a fait le discours du Bourget. Bon, quand même, les profits nets, en France, 85%, ça alimente les dividendes. Et seulement 15% l'investissement. Et au même moment, c'était au même moment que Hollande fait le CICE. Donc il s'est dit, pour vendre le truc, ça craint un peu, quoi. Parce que si je fais un CICE pour augmenter les profits des entreprises, mais que les profits servent à financer les dividendes et pas l'investissement, je vais avoir l'air con déjà que c'est pas terrible tous les jours, avec le procès qu'on me fait sur ma vie de tous les jours. Là, c'est encore pire. En plus, j'ai les frondeurs qui me font chier avec le CICE. Bon, donc il faut que je fasse quelque chose, je vais taxer les dividendes. Bah, en théorie, si vous taxez les dividendes, vous ne taxez pas les profits qui sont rapatriés. Hein, puisque les dividendes, c'est une fois que les profits sont rapatriés, l'entreprise choisit de faire ce qu'elle veut des profits. Donc, elle peut verser les dividendes, tout comme elle peut choisir d'investir. Bon, donc Hollande s'est dit, je vais pouvoir taxer les dividendes. Et c'est l'une des seules mesures de gauche qu'il ait prise, taxer les dividendes. Hein, il ne taxe pas les profits rapatriés, il taxe la partie des profits rapatriés qui est versée sous forme de dividendes, tout comme la partie des profits rapatriés qui sert à l'investissement, eh bien, elle fait l'objet d'autres taxes lorsque les entreprises investissent, elles payent la taxe professionnelle, les impôts locaux, etc. Bon. Donc, a priori, ça passait. Et au début, les institutions européennes n'ont rien dit. On dit, bon, ok, c'est légal. Et Hollande s'est dit, ouais, chouette, j'ai fait un truc de gauche, je vais pouvoir le vendre pour pouvoir me représenter à l'élection présidentielle. Bon, sauf qu'il ne s'est pas présenté à l'élection présidentielle, pour les raisons que vous savez, et que, entre-temps, eh bien, vous avez toute l'oligarchie française, avec l'Association française des entreprises privées en tête, et toutes les entreprises qui pratiquent l'optimisation fiscale, qui ont saisi la Cour de justice européenne. Pour dire, non, les dividendes qu'on nous taxe, eh bien, c'est une partie des profits qui sont rapatriés, et donc c'est double imposition. Donc, ce truc-là, il n'est pas légal du point de vue de la Cour de justice européenne. La Cour de justice européenne aurait très bien pu dire,
j'autorise de taxer l'utilisation qui est faite du profit. Mais elle a été extrêmement complaisante avec l'oligarchie en adoptant sa ligne d'attaque. Hein, alors que la France, à l'époque, disait on taxe l'utilisation faite par les entreprises des profits qui sont versés. Et on ne taxe pas directement les profits, si vous voulez, qui sont rapatriés, puisque on n'a pas le droit de le faire. Donc on va taxer juste la partie qui est versée sous forme de dividende. Si c'est versé sous une autre forme, on ne va pas la taxer, mais on va appliquer la fiscalité sur les investissements, etc. etc. Bon. Et donc l'interprétation même de la Cour de justice, elle est carrément partiale dans cette affaire. Et elle a été ensuite relayée en France par le Conseil constitutionnel qui a saisi une holding luxembourgeoise. C'est une holding basée au Luxembourg. Elles sont souvent basées au Luxembourg, les holdings, parce que c'est plus avantageux. Donc, elle a saisi le Conseil constitutionnel en disant bon, puisque la Cour de justice a invalidé l'impôt sur les dividendes, eh bien, toutes les entreprises, qu'elles soient basées dans l'Union européenne ou qu'elles aient leur siège en dehors de l'Union européenne, eh bien, doivent, lorsque leurs activités sont en France, ne plus pouvoir être du tout imposées sur leurs dividendes. Et donc, vous voyez que cet épisode montre que les institutions européennes, plus le Conseil constitutionnel, ont été particulièrement complaisantes à l'endroit du monde de la finance. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit en France de taxer les dividendes. Mais vous imaginez le scandale ? Nous, dans notre programme, quand même, on avait dit on baisse l'impôt sur les sociétés. Parce qu'il y a les PME. Les PME qui vont souffrir parce qu'on va augmenter le SMIC. On avait dit on augmente le SMIC de 15%. Donc, en contrepartie, pour éviter que les PME fassent la grève de l'investissement, et puis parce on veut taxer la rente, mais on veut stimuler l'investissement, donc on va baisser l'impôt sur les sociétés. Mais en contrepartie, on va taxer les gros. On va augmenter l'impôt sur les dividendes. Et bien maintenant, avec le jugement de la Cour de justice, plus le jugement du Conseil constitutionnel, on ne peut plus taxer les dividendes dans ce pays. Les gens ne le savent pas, tout ça. Hein. Alors que c'est ça qui, aujourd'hui, alimente. C'est le cœur de réacteur de la richesse des plus riches. C'est les dividendes versés. On n'a plus le droit de les taxer. Hein, vous aviez un impôt sur les dividendes de 3% avant. Nous, on voulait l'augmenter de 2 ou 3 points supplémentaires dans le programme. Là, on ne peut plus le faire. Et même pire, le Conseil constitutionnel a demandé au gouvernement de rembourser les riches sur l'impôt qu'ils ont versé depuis 2013. Hein, et ça coûte 10 milliards, cette affaire. 10 milliards, ça va leur coûter. Et ils vont le faire. Hein. Ils vont le faire. 10 milliards en plus des 9 milliards de cadeaux fiscaux qui ont été faits dans la loi de finances 2018 sur la suppression de l'ISF, la flat tax sur les revenus du capital, et la suppression en tant que telle de l'impôt sur les dividendes qui va leur rapporter 2 milliards en plus par an aux plus riches. Bon, alors cet épisode pour vous dire que sans harmonisation fiscale, vous allez avoir l'optimisation fiscale qui va continuer à se développer. Alors après, vous avez l'évasion fiscale illégale, ce qu'on appelle l'évasion vers les paradis fiscaux. Bon, il y a eu un épisode récemment sur la liste des paradis, la liste des pays faisant partie des paradis fiscaux. Hein. Les institutions européennes, le Conseil et la Commission, devaient publier une liste noire des paradis fiscaux. Alors, vous avez l'OCDE qui a travaillé un peu sur ce sujet-là. L'OCDE, c'est une institution libérale qui a été créée au moment du plan Marshall pour suivre l'application du plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, ils sont devenus extrêmement libéraux. Mais bon, il y a quand même des économistes dedans qui se sont dit, bon, les paradis fiscaux quand même, c'est pas très légal, faut quand même que... Enfin, c'est un sujet important, donc on va travailler là-dessus et on va essayer de définir ce qu'est un paradis fiscal. Alors, un paradis fiscal, vous avez 4 critères. Premier critère, c'est que les taux d'imposition, ils sont avantageux. Deuxième critère, c'est que vous avez
une absence de transparence de la législation fiscale. Tout ça est assez opaque. Vous ne pouvez pas trop contrôler. Troisième critère, vous n'avez pas d'échange d'informations. L'État tiers qui veut regarder ce qui se passe dans les banques, vous ne pouvez pas lever le secret bancaire et regarder ce qu'il y a dans le compte en banque d'un Cahuzac qui aurait planqué son pognon quelque part. Bon, ça finit par se faire, mais bon, il a fallu forcer un petit peu. Et puis, quatrième critère, c'est la prédominance dans l'activité en question, dans le pays en question, d'activités financières, d'activités non industrielles, quoi, si vous voulez. Donc, c'est ces 4 critères qui définissent ce qu'est un paradis fiscal. Alors, si vous appliquez ça stricto sensu, qu'est-ce que vous trouvez ? Vous trouvez qu'il y en a plein des paradis fiscaux. Alors déjà, la liste qu'ils ont publiée, elle est limitative. Il manque plein de pays dedans. Mais surtout, il n'y a pas de pays européens. C'est quand même bizarre. Le Luxembourg, il correspond à ces 4 critères. Les Pays-Bas, que j'ai cités tout à l'heure dans l'exemple, il correspond à ces 4 critères. L'Irlande, elle ne vit que de ça. Chez les Britanniques, quand ils étaient dans l'Union européenne, toutes les îles anglo-normandes, là, Jersey, Guernesey, l'île de Man, tout ça, c'est pas des paradis fiscaux, ça, hein, dans les machin papers là, que vous avez vus à la télé, il n'y a pas l'île de Man dedans. Chypre, c'est pas un paradis fiscal, Chypre. Bon, donc, vous voyez, il y a un petit problème quand même. C'est qu'on est en pleine hypocrisie. Ils font semblant de lutter contre les paradis fiscaux. Ils construisent une liste où il n'y a pas de paradis fiscal en Europe. J'allais oublier Monaco, quand même. Bon, ils sont dans le championnat de France de foot, mais enfin bon. En théorie, ils ne sont pas dans le championnat de France des impôts. Donc, ils ne payent pas les mêmes impôts que nous. Donc, c'est peut-être quand même un petit paradis fiscal, quoi. Même un gros paradis fiscal. Bon. Alors, non seulement il n'y a pas tous ces pays-là, mais à quoi elle sert leur liste ? Une liste de paradis fiscaux, en théorie, ça sert à imposer des sanctions. Donc, normalement, on fait une liste de paradis fiscaux, et si vous êtes dedans, eh bien, si vous voulez lutter contre les paradis fiscaux, parce que c'est ce que veut faire officiellement la Commission européenne, faut prendre des sanctions. Et qui a parlé de sanctions ? Personne. Personne n'a parlé de sanctions. Sauf dans le programme qu'on a fait. Nous, on a une vraie liste de paradis fiscaux, et on dit, si on veut vraiment lutter contre l'évasion fiscale, eh bien, il faut prendre des mesures. Premier type de mesure efficace contre l'évasion fiscale, c'est de retirer la licence bancaire aux institutions financières qui organisent l'évasion fiscale. C'est très simple. On leur coupe le robinet d'accès à la banque centrale. On leur interdit d'exercer leur activité. C'est très simple. Quelqu'un qui fraude électoralement, on lui retire ses droits civiques. Bon, là c'est pareil. Quelqu'un qui fraude fiscalement, on lui retire la possibilité de organiser ce type d'activité. Bon, donc, première mesure, retrait de la licence bancaire. Deuxième mesure, le blocus. Le blocus économique de ces pays-là, ça peut se faire. Vous avez des pays qui ne s'emmerdent pas pour faire des blocus contre certains des pays d'Amérique latine lorsqu'il y a une révolution qui se fait. Bon, je ne vous fais pas un dessin. On va encore nous faire des procès. Eh bien, faisons la même chose avec les pays qui sont des paradis fiscaux. On peut organiser le blocus économique. Là, je peux vous dire que ça les emmerde. Lorsqu'il y a eu un blocus contre Cuba et que Cuba pouvait plus se procurer du lait, je peux vous dire que pour nourrir les bébés là-bas, c'était un petit problème, quoi. Bon, donc le blocus, ça a une grande efficacité. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le programme ? Il y avait l'impôt différentiel. L'impôt différentiel qui nous permet d'avoir un même taux d'imposition
pour tous les ressortissants français partout dans le monde. Et ça suppose, pour que ce soit efficace, qu'il y ait des accords d'échange d'informations, comme les États-Unis l'ont fait avec la Suisse, pour faire payer leurs ressortissants d'où qu'ils viennent dans le monde. C'est très simple, l'impôt différentiel, c'est on calcule l'impôt théorique que vous devriez payer en France, on regarde ce que vous payez à l'étranger, et puis la différence, on vous demande de le payer, parce que la nationalité, c'est des droits et des devoirs. Ou alors si vous ne voulez pas payer, vous changez de nationalité, tout simplement. Il n'est pas interdit aux riches de devenir suisses. Bon, c'est pas un problème, ça. Oui, enfin, de devenir suisse ou belge. Bon. Ou autre chose. Mais bon, voilà, s'ils veulent être français, c'est des droits et des devoirs en République. Et puis, il y avait une quatrième mesure, là. Suppression du verrou de Bercy. Il y a le verrou de Bercy, évidemment. Il y a le verrou de Bercy qui doit être supprimé. Comment ? Création d'un délit d'incitation à la fraude fiscale. Oui, bon, on fera la liste tout à l'heure, mais dans le programme, vous aviez un ensemble de mesures. Donc là, j'ai mis en avant celles qui étaient les plus fortes, qui permettent de lutter contre la fraude fiscale, contre l'évasion fiscale. Et évidemment, du point de vue de la Commission européenne et des institutions européennes en général, jamais, évidemment, on en parle, parce que vous avez deviné que quand vous avez un président de la Commission européenne qui a été Premier ministre du principal paradis fiscal européen qui s'appelle le Luxembourg, puisque vous savez que c'est M. Jean-Claude Juncker qui est aujourd'hui président de la Commission, qui était auparavant président de l'Eurogroupe, vous pouvez comprendre que, il ne va pas se tirer une balle dans le pied en prenant une législation contraire aux intérêts de ceux qui l'ont mis en place. Bon, donc voilà. Alors, ensuite, faut que j'accélère. Vous avez un autre pays qui a été extrêmement complice de la finance, qui est l'Allemagne. Je parlais des Britanniques, des Luxembourgeois, des Hollandais. On parle de l'Allemagne quand même, qui est la principale puissance avec laquelle nous sommes amenés à discuter pour renégocier les traités. Bon, pourquoi je dis que l'Allemagne est complaisante avec la finance dans cette affaire ? Vous avez tous lu Le Hareng de Bismarck, peut-être. Je vous recommande Le Hareng de Bismarck, c'est un très bon livre, qui est absolument pas germanophobe, contrairement à ce qu'on affirme, et qui explique, d'un point de vue économique, d'un point de vue marxiste, pourquoi l'Allemagne défend l'ordolibéralisme. Pourquoi la droite allemande, plus précisément ? Parce que c'est la droite allemande qui défend une certaine catégorie de la population qui est composée plutôt des gros épargnants, mais aussi des moyens, parce que l'Allemagne aujourd'hui finance son système de retraite par la capitalisation. Donc cette Allemagne-là a intérêt à ce que la part des profits dans la valeur ajoutée soit suffisante, et qu'au sein de cette part des profits, la part qui alimente les fonds de pension soit suffisamment importante. D'où la stratégie qui est celle de l'Allemagne depuis une trentaine d'années, qui consiste à réduire la part des salaires dans la valeur ajoutée pour maximiser la part des profits et la part qui est versée aux dividendes alimentant les fonds de pension. Et pour que tout ça puisse avoir un effet bénéfique sur le patrimoine de ceux qui épargnent, il faut une inflation faible. Et donc, on a confié à la Banque centrale la mission d'avoir l'inflation la plus faible possible. Et la condition pour que l'Allemagne soit partie prenante du projet européen, c'était que la Banque centrale européenne soit construite très précisément sur le modèle de la Bundesbank, avec comme seul objectif la maîtrise de l'inflation, pour éviter justement que la valeur du patrimoine des épargnants allemands soit érodée. Il ne fallait surtout pas qu'il y ait l'objectif de croissance ou de plein emploi dans les statuts de la BCE. Et donc la BCE doit tout faire pour que l'inflation soit stabilisée, grosso modo, autour de 2%. Elle le fait tellement bien qu'aujourd'hui, l'inflation, elle est en dessous de 2% et qu'elle a dû se poser la question de relancer un petit peu l'inflation, parce que l'activité économique, une faible inflation signifie que l'activité économique est en panne, et on en parlera sans doute pendant la discussion. Alors pourquoi je parle de l'Allemagne ? Eh bien parce que pour que cette stratégie puisse fonctionner,
bon, il faut non seulement un euro fort pour maintenir la valeur du patrimoine des épargnants allemands, ce qui est désavantageux pour les exportations hors communauté européenne, hors Union européenne de tous les autres pays qui ont adhéré à l'euro. Hein, pour l'Allemagne, ça ne les gêne pas, puisqu'ils ont une compétitivité dite hors coût. C'est-à-dire qu'ils font leurs excédents commerciaux, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ils le font sur la qualité, sur la marque. Hein, quand les gens achètent du Bosch, du Mercedes, du Siemens, du BMW, ils ne regardent pas les prix. Hein, c'est pas vrai que c'est parce qu'ils ont des salaires bas qu'ils ont des excédents commerciaux. C'est pas vrai. Les salaires bas, ça ne sert pas à ça. Les salaires bas, ça sert à augmenter les profits. C'est tout. Mais lorsque, depuis qu'ils ont fait les politiques dites de déflation salariale, le prix des bagnoles allemandes, il n'a pas baissé. Hein. Enfin, il suffit de demander à ceux qui achètent des bagnoles allemandes. Hein. Je ne sais pas si vous en connaissez ça. Toi, tu as une vieille BX donc, de collection que tu as payé 1500 balles, donc tu n'es pas concerné, mais demandez aux passionnés de voitures allemandes, j'en connais, eh bien, ils vous diront que les bagnoles allemandes n'ont pas baissé. Donc, ils font leurs excédents commerciaux, pas du tout sur la compétitivité prix, ils le font sur ce qu'on appelle la compétitivité hors coût, hein, la qualité, etc. Et la baisse des salaires, ça ne leur sert qu'à maximiser les profits. Et donc, ils imposent à toute l'Europe une politique ordolibérale. Alors, l'ordolibéralisme, c'est quoi? C'est le fait d'inscrire dans les textes de loi les principes libéraux d'organisation de l'économie. C'est ça, l'ordolibéralisme. Et donc, ça consiste à dire, par exemple, voilà, il y a un tableau de bord, et vous avez une directive comme ça qui s'appelle le six-pack. Vous avez un tableau de bord avec des indicateurs que doivent respecter chaque pays. Hein, les gens ne savent pas ça, mais vous avez un règlement comme ça. Vous avez un ensemble de 5 règlements et d'une directive qui impose un tableau de bord. Et si vous ne respectez pas le tableau de bord, vous êtes sanctionné. Vous avez des sanctions financières. Je ne sais pas si vous avez vu Baron Noir, il y a un moment, il y a une sanction financière que doit payer la France, hein, qui correspond grosso modo à ce qu'impose le six-pack. Pour le moment, personne ne paye les sanctions parce que tout le monde s'arrange. Mais en théorie, vous payez les sanctions. Donc vous avez un tableau de bord qui vous oblige à respecter des objectifs de coût du travail, d'équilibre de la balance extérieure et de réduction des déficits et de la dette, hein, sous peine de payer des amendes. Alors c'est quoi le but du jeu? Je vous passe les détails parce que je suis déjà trop long. Le but du jeu, c'est que le coût du travail sur le marché du travail soit le plus bas possible. C'est ce qu'on appelle les réformes structurelles du marché du travail. Et c'est inscrit dans ces textes. Les États membres sont sommés de réaliser des réformes structurelles du marché du travail. Alors en France, c'est la loi travail. Enfin, c'est les lois travail. C'est la version de la hiérarchie des normes qui fragilise les travailleurs dans leur rapport de force avec l'employeur. C'est le récent rapport qui demande de décrocher l'évolution du SMIC de l'évolution du salaire moyen. Hein, ils ont lancé un ballon d'essai. C'est très classique quand vous voulez mettre en place une mesure, vous faites un rapport. Là, ils viennent de faire le rapport Spinetta, je ne sais pas si vous avez vu, sur la SNCF. En décembre, ils avaient fait un rapport sur le SMIC. Hein. Ils en ont moins parlé parce que si ça avait été plus médiatisé, ça provoquait la révolution, cette affaire. Bon, donc ils veulent s'attaquer au SMIC. Ils veulent s'attaquer clairement au service public des chemins de fer. Ça, c'est un autre sujet que le marché du travail, mais on pourra en parler également. Mais dans le coût du travail, vous avez non seulement le salaire, mais vous avez le salaire indirect, les cotisations sociales. Les cotisations sociales. Dans le modèle social européen, la plupart des pays financent leur sécurité sociale avec le salaire indirect, avec la cotisation sociale. Bon. Donc quel est le rapport entre consolidation budgétaire et réforme structurelle? Vous allez comprendre tout de suite. La moitié des dépenses publiques, vous savez quand les libéraux disent « Ah, la France c'est terrible, il y a 55% de dépenses publiques dans le PIB. C'est l'Union soviétique, quelle horreur !» Ils disent tout ça à la télé. Je ne sais pas si vous regardez les éditorialistes. Bon, mais quand vous leur répondez que dans les 55%, les 30% c'est la sécurité sociale, et que le reste, l'État en tant que tel, en réalité c'est 23%, c'est en dessous de ce qui se fait aux États-Unis. Aux États-Unis c'est 25%, les dépenses fédérales.
En France, c'est 23%, les dépenses de l'État. Ce qui les emmerde, c'est la Sécu. C'est 30% du PIB qui finance la Sécu. C'est 30% qui échappe au profit. Parce que c'est du salaire indirect que gèrent les syndicats dans les caisses de sécurité sociale qu'ils contrôlent. C'est ça qui les emmerde. Et donc, dans la consolidation budgétaire, dans tous les textes européens, il est écrit qu'il faille faire monter en puissance le deuxième et le troisième pilier du système des retraites. Alors, en langage techno, ça veut dire quoi? Le premier pilier, c'est les cotisations sociales. C'est le machin obligatoire financé par le salaire indirect. Donc ça, ils n'en veulent pas. Par contre, le deuxième et le troisième pilier, c'est les complémentaires collectives, deuxième pilier, et le troisième pilier, c'est les complémentaires individuels. Et c'est ça qu'ils veulent faire monter. Et si vous prenez le programme de Fillon, il était carrément explicite là-dessus. Hein. Il mettait l'obligatoire sur les petits risques, et sur tout le reste, c'était les assurances privées. Et après, vous déplacez la frontière des petits risques, et puis, progressivement, les tout petits risques deviennent des très gros risques. Et vous financez tout par les assurances privées, et vous réduisez de cette façon-là les dépenses sociales. Et donc, vous réduisez les dépenses sociales, ça vous permet de réduire le coût du travail. Puisque si vous réduisez les dépenses sociales obligatoires, vous réduisez les cotisations sociales et donc le coût du travail. Et donc, si vous avez réussi à réduire les cotisations plus à faire pression à la baisse sur le salaire, eh bien, vous avez réussi votre réforme structurelle du marché du travail qui est censée, avec la flexibilité de l'emploi, vous connaissez la chanson, eh bien, relancer l'économie par l'offre. Alors, l'économie par l'offre, c'est quoi? Alors, les politiques de l'offre, c'est comment on augmente la part des profits en vendant à l'opinion publique que les profits vont alimenter l'investissement, la création de richesses, etc. Mais comme vous savez que c'est pas vrai, parce que l'essentiel des profits, ça finance les dividendes, le piège à con se referme. Et les cocus, c'est toujours les mêmes. C'est ceux qui ont accepté les efforts depuis 1983. Et au nom de quoi on a fait cette Europe-là? Et les textes aujourd'hui, eh bien, ils consacrent tout ça. On pense souvent au TSCG, au traité budgétaire. Mais là, je viens de vous montrer que vous n'avez pas seulement le traité budgétaire. Le traité budgétaire, c'est un truc symbolique. Alors, qui donne le cap. Hein. On parle de déficit structurel égal à 0. Mais comme personne ne sait ce que c'est qu'un déficit structurel, la Commission elle-même n'a pas d'indicateur de déficit structurel. La DG, la Direction Générale Eurostat, qui est chargée de fournir les stats officielles, n'a pas d'indicateur de déficit structurel parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas le calculer. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je ferai un débrief un jour pour vous indiquer ce que c'est que ce débat sur le déficit structurel. Et moi, j'avais à l'époque siégé dans le conseil d'administration d'Eurostat, et le directeur d'Eurostat m'avait répondu c'est un indicateur trop casse-gueule, je ne sais pas le calculer, donc on préfère laisser ça à la direction des affaires économiques et financières. Et eux, ont un indicateur qu'ils bricolent, qui n'est pas forcément très fiable, mais qui sert dans le débat public. Donc, les vrais indicateurs, ce sont les indicateurs de déficit courant qui sont utilisés dans le cadre des règlements et des directives qui ont été votés et par le Parlement européen et par le Conseil, donc par les États et par le Parlement européen. Donc, tout ça met en musique, si vous voulez, le cadre des politiques économiques qui sont aujourd'hui partagées par la plupart des oligarchies européennes. Car en France, on est complice de ça. L'oligarchie française se satisfait particulièrement de l'ordolibéralisme allemand. Bon, parfois, il y a des jeux de rôle en disant on va peut-être négocier un petit peu plus de déficit public, mais on va s'arranger. Et puis on explique aux Allemands, oui, on va faire un peu de déficit, mais c'est pour appliquer vos politiques de l'offre, hein, c'est pour faire le CICE, tout ça. Bon, autorisez-nous à faire un petit peu de déficit, puisque c'est pour financer les politiques de l'offre en augmentant la part des profits. Bon. Donc, en France, il y a une complaisance également de l'oligarchie qui cherche à copier le modèle allemand, parce que l'oligarchie française
c'est plus les capitaines d'industrie d'avant. C'est plus les capitaines d'industrie des champions nationaux de la bonne époque gaullienne où on avait des entreprises stratégiques entrant dans le cadre de la planification et de la politique industrielle française. C'est terminé tout ça. Aujourd'hui, vous avez des grandes familles, celles dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, avec les banques, forment les noyaux durs et qui sont contaminées par la logique des fonds de pension qu'ils côtoient dans les assemblées générales. Donc leur seul but dans la vie, c'est d'acheter des boîtes, de les restructurer et, si possible, de les revendre avec de la plus-value. C'est ce qu'a fait Bouygues, avec Alstom, là. Ils ont vendu une partie aux Américains à General Electric et l'autre partie, la partie transport, ils l'ont vendue aux Allemands, à Siemens. Ils ont empoché le pognon au passage. Bon, donc il n'y a plus les capitaines d'industrie d'avant. Et ça les arrange. La logique aujourd'hui de l'oligarchie, c'est ça, c'est de maximiser tout simplement la part des dividendes qui est versée, et ce, au détriment de l'intérêt général. Et c'est la raison pour laquelle ils sont tous favorables à ces règlements et ces directives. Et que leurs représentants ou leurs idiots utiles, vous appelez ça comme vous voulez, eh bien, vous font passer, vous font avaler sous des discours divers dans les médias, et puis leurs représentants politiques, eh bien, se chargent de vous expliquer que c'est la seule politique possible, que c'est la modernité, que c'est la flexi-sécurité, qu'il faut accepter de changer de travail, il faut se former. Le dernier truc à la mode, c'est il y a un chômage structurel où les gens sont au chômage parce qu'ils ne se sont pas formés. Et si vous formez les gens, par exemple, vous envoyez 500 000 en formation, eh bien, ils seront adaptés ensuite au marché du travail où ils trouveront forcément un travail, puisque les entreprises à qui on a restauré les profits avec les politiques de l'offre vont forcément investir. C'est sûr, ils vont investir. Et si vous êtes bien formés, eh bien, vous trouvez du boulot, ils vont vous recruter. C'est ça le discours qui est tenu aujourd'hui. Vous allumez BFM, vous avez ça tous les jours. La formation, la formation, la formation. Bon. En attendant, le gros problème, c'est que les entreprises n'investissent pas. Bon. Et que vous pouvez envoyer 500 000 mecs en formation, ou filles. À la sortie, vous faites un sondage. Combien d'entre vous ont trouvé un emploi ? Vous allez être déçus. Ils attendent toujours. Bon. Voilà. Alors, je termine sur la Banque centrale, puisque tu en as parlé. La Banque centrale. Alors, on dit beaucoup de mal de la Banque centrale dans cette affaire. On a raison. Mais, bon, on va là encore essayer d'être crédible. Et on va commencer par rendre grâce à M. Draghi d'avoir été un petit peu moins orthodoxe que M. Trichet. Et il sera sans doute un petit peu moins orthodoxe que son successeur pressenti, qui s'appelle M. Weidmann, qui est l'actuel président de la Banque fédérale allemande, qui est réputé être un faucon. Oui, enfin, un vrai faucon. C'est-à-dire quelqu'un qui est très orthodoxe sur le plan monétaire et qui estime que la Banque centrale est allée trop loin dans ce qu'on appelle les politiques non conventionnelles. Alors, c'est quoi cette histoire de politique non conventionnelle ? Parce que la Banque centrale a un peu bougé au cours de la période récente. Et elle l'a fait. Alors, là, il faut vraiment regarder ça de près. Le discours officiel, c'est l'Europe est menacée de déflation. Et ça, c'est intéressant, parce que le président de la Banque centrale, Mario Draghi, reconnaît à mots couverts que le résultat des politiques d'austérité, ça a été de tuer l'activité économique en Europe. Lorsque vous baissez les salaires et les dépenses publiques dans tous les pays européens, vous avez un jeu à somme négative. Personne n'y gagne. Personne n'y gagne et vous avez cassé la demande dans tous les pays européens. C'est bien que vous avez une demande inférieure à l'offre. La déflation, c'est quoi ? C'est le fait que la demande est insuffisante, les prix commencent à baisser. C'est ça la déflation. Il y a un excès d'offres, donc les prix baissent. D'autant plus que les salaires baissent, puisque vous avez mené les politiques de déflation salariale, donc les entreprises sont dans une spirale déflationniste pour conquérir des clients qui n'existent pas puisqu'on a cassé la demande. C'est la déflation. Donc la Banque centrale, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va chercher à relancer la croissance, et c'est ce qu'elle a fait à travers les politiques non conventionnelles. Puisqu'elle se dit,
On ne peut pas relancer la croissance par les dépenses publiques, c'est interdit par les textes. Donc, le seul instrument que j'ai, c'est le crédit. Donc, je vais baisser les taux d'intérêt, je vais les fixer à taux zéro pour que les banques puissent emprunter à taux zéro et prêter au taux le plus bas possible. Et puis, je vais même mettre en place des politiques non conventionnelles. Tu as parlé du fameux programme de 1000 milliards qui a été injecté, mais il y a plusieurs vagues de programmes successives qui ont été mis en place où la Banque centrale a arrosé les banques privées. Alors, je n'entre pas dans les détails, le mécanisme est le suivant. On arrose les banques privées de liquidités et en contrepartie, en termes techniques, on dit qu'on prend en pension les titres que ces banques transmettent à la Banque centrale pour qu'elles les mettent dans leur bilan en contrepartie des liquidités auxquelles elles peuvent accéder. C'est comme ça que ça marche. Si je suis une banque privée, j'ai des titres en magasin parce que j'ai prêté, j'ai fait des subprimes, des LBO, etc. Donc j'ai des titres en magasin. Et donc je vais les donner à la Banque centrale. Et en contrepartie, la Banque centrale me donne des liquidités avec lesquelles je vais continuer mes petites affaires. Bon, officiellement, c'est pour financer les entreprises. Pour lutter contre la déflation. Et accessoirement, les ménages qui veulent acheter des appartements, etc., bon, si les taux baissent. Donc c'est ce qu'a fait la Banque centrale. Elle a arrosé massivement. Et en plus, elle se targue d'avoir enrayé la crise des dettes souveraines. Car quand on dit qu'elle n'a pas le droit de financer directement la dette publique, c'est vrai. Dans les textes, la Banque centrale n'a pas le droit de financer les déficits publics. Mais ce qu'elle a le droit de faire, dans le cadre de ces politiques non conventionnelles, c'est de racheter des titres déjà émis sur le marché dit secondaire, sur le marché des voitures d'occasion, que tu connais bien. Des titres d'occasion. Bon. Et si la Banque centrale se porte massivement sur le titre des marchés d'occasion, des titres déjà émis, eh bien, ceci détend les conditions d'émission des titres sur le marché primaire. Tout État qui veut émettre un titre, dans ce cas-là, trouve forcément un épargnant qui a intérêt à acheter ce titre, et à bateau, puisque cet épargnant va estimer que ce titre n'est pas risqué, puisqu'il peut le refourguer à tout instant à la Banque centrale. Donc c'est comme ça que la Banque centrale a fait pour que les taux d'intérêt des bons du Trésor émis par tous les États de la zone euro baissent. Dès lors qu'elle annonce qu'elle rachètera en quantité illimitée les titres en cas de spéculation des marchés contre eux, les marchés ne peuvent plus spéculer, puisque la Banque centrale rachète. Donc tous ceux qui disposent de titres émis sur le marché primaire peuvent les refourguer. Donc ces titres ne sont plus du tout risqués, puisque la Banque centrale les veut en masse. Donc ceci a mis fin à la crise des dettes souveraines. C'est comme ça qu'elle a enrayé la crise des dettes souveraines. Comme quoi elle aurait pu le faire dès le début. Donc elle l'a fait à la fin, et aujourd'hui on peut émettre à des taux très bas. La France s'endette aujourd'hui autour de 1%. Il y a 6 mois, elle s'endettait à 0. Là, les taux ont un peu remonté parce que les taux américains ont remonté, mais il y a 6 mois, on s'endettait à 0. À 0,8 avec une inflation qui est égale à 0,9 et 1. On avait même des taux d'intérêt négatifs sur 10 ans. Donc, comme quoi, tous ceux qui nous bassinent sur la dette, en réalité, l'État, c'est le moment pour engager des programmes d'investissement vers la transition énergétique, parce que le coût de l'endettement, ça coûte que dalle. Donc, on peut le faire. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire ? C'est les textes européens, parce que vous devez respecter les 3%, le tableau de bord, les 60% de taux d'endettement et tout le tralala. Mais économiquement, on peut le faire aujourd'hui. Et si la Banque centrale joue le jeu, il n'y a aucune raison pour que les taux d'intérêt augmentent. Si elle joue le jeu. Le problème, et là tu as raison d'insister dessus, Jeanne, c'est qu'elle ne joue pas le jeu. Elle joue rarement le jeu avec ceux qui sont insoumis à l'ordolibéralisme. Elle n'a pas joué le jeu avec la Grèce, puisqu'elle a coupé les robinets quand la Grèce a essayé de faire autre chose. Et demain, si nous changeons de politique, avec les mêmes déficits, parce que dans le programme, on fait les mêmes déficits qu'Hollande, mais on engage des dépenses ailleurs. On ne fait pas le CICE, on fait la transition écologique, si vous voulez. Bon. Est-ce que la Banque centrale va jouer le jeu ? C'est ça la question. C'est ça la grande question. Est-ce qu'elle va jouer le jeu ? Et est-ce que, sans plan B, sans la menace pour nous de dire que si vous ne jouez pas le jeu, on s'en va, est-ce qu'ils vont le faire ?
Bon, c'est ça le vrai débat. D'autant que la Banque centrale, dans cette affaire, là, je lui ai passé de la pommade. Maintenant, je vais la taper. Parce que c'est filmé. Qu'est-ce qu'ont fait les banques en contrepartie des 1000 milliards et plus qu'on leur a donnés? Eh bien, elles se sont délestées de tous les actifs pourris qui leur restaient en magasin. Alors, en termes techniques, ça s'appelle la Banque centrale a élargi les critères d'éligibilité des titres pris en pension dans son bilan pour accorder des liquidités. C'est ce que nous expliquait M. Draghi, parce qu'il y a un dialogue monétaire entre la Banque centrale et le Parlement européen tous les 3 mois. Donc à chaque fois, on lui pose la question, si vous voulez, sur sa politique monétaire. Voilà ce qu'il nous répondait. Donc je vous mets le décodeur. Ça veut dire ma politique monétaire non conventionnelle a permis aux banques massivement de se défausser des titres pourris qu'elles avaient encore en magasin. Aux États-Unis, ça leur a coûté très précisément 1000 milliards de dollars. Ça s'appelait le plan Paulson 1. Ils ont fait ça dès le début aux États-Unis. Ils l'ont dit explicitement. Ils ont dit, bon, on met 1000 milliards et on rachète tous les titres pourris. On passe l'éponge et vous reprenez vos petites affaires. Bah, on a fait exactement pareil. Les politiques conventionnelles, ça n'a servi qu'à ça. Enfin, qu'à ça. Ça a un peu relancé la croissance, hein, puisque là, ils ont une petite croissance. Là, ils se targuent tous de dire la croissance a repris, etc., etc. Bon. Mais le fond de l'affaire, c'est que M. Draghi, c'est quand même un ancien de la Goldman Sachs, quoi. Bon, c'est pas le savant cosinus qu'a Lucens dans sa fac et qui dit je vais baisser les taux d'intérêt pour faire plaisir aux insoumis. Non, le gars, comme tu l'as dit au G30, il a dit bon, laissez-moi faire, je vais m'arranger, ça va pas se voir, ils y connaissent rien. De toute façon, les députés, ils y connaissent rien. Ils ont jamais mis les pieds dans une banque, donc je vais les entourlouper et vous allez pouvoir vous défausser de tous vos actifs pourris. Et bien, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Alors après, ils se couvrent derrière l'idée que ah, mais on a tiré les leçons de la crise. On a tiré les leçons de la crise. On a fait... Alors là, je vous sors le catéchisme qui vous sortent au Parlement européen et dans toutes les institutions européennes. On a fait les directives prudentielles. CRD4. C'est pas Star Wars, hein, c'est pas le robot là. CRD4, c'est les règles qui imposent des ratios de fonds propres et des ratios de liquidité à respecter pour éviter que les banques n'accordent des crédits inconsidérés sans avoir un matelas pour se couvrir en cas de défaut de paiement. Bon, pour éviter les faillites type Lehman Brothers. Donc, ils ont des ratios de liquidité et des ratios de solvabilité. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de garder des fonds propres suffisamment en proportion des crédits qu'ils ont accordés. Et en plus, ils doivent garder des actifs suffisamment liquides pour faire face éventuellement à une crise de liquidité si plus personne ne leur prête parce qu'ils ont fait des conneries. Bon. Donc, on a fait CRD4. On a fait l'union bancaire. L'union bancaire, c'est quoi? Alors, l'union bancaire, c'est on va faire des stress tests. On va voir si les banques sont stressées. Hein, on va les tester pour savoir si elles ont fait des conneries. Si elles ont bien respecté les règles prudentielles, CRD4. Et puis, dans cette union bancaire, il va y avoir un superviseur qui va surveiller tout ça. Il va y avoir un père fouettard. Et le père fouettard, ça va être la Banque centrale. Ah oui, la Banque centrale, avec le directeur qui participe au fameux G30. Bon, c'est lui qui va superviser, qui va faire les stress tests et qui va dire si telle ou telle banque est dans une zone risquée ou pas. Et puis, on va mettre en place un fonds de garantie des dépôts pour éviter l'épisode des déposants chypriotes où, à un moment donné, alors qu'il y a une directive qui garantit les dépôts, on a quand même taxé les déposants. Bon, heureusement que le Parlement chypriote s'en est rendu compte et qu'il a fait prévoir qu'il y avait une directive garantissant les dépôts. Mais là, du coup, ils ont mis un fonds de garantie des dépôts. Après, il faut encore que les États abondent ce fonds. Et puis, un fonds de résolution des crises que les banques doivent abonder elles-mêmes pour éviter que, ce soit le contribuable qui socialise les pertes, hein, puisque, alors ça, je n'ai pas abordé le sujet, mais les déficits, ils se sont creusés, c'est pas à cause de la Sécu. Hein. La dette, là, dont nous parle Jean-Marc Sylvestre et compagnie, là, c'est pas la Sécu, c'est pas les fonctionnaires. Hein.
la dette publique avant la crise, c'était 69% du PIB dans la zone euro. 2 ans après, c'était 86% du PIB. Hein, donc c'est la crise. C'est le fait qu'il a fallu sauver les banques qui explique que la dette publique a explosé parce qu'on a socialisé les pertes des banques. Donc, ils ont dit, on va mettre en place un fonds de résolution des crises que les banques elles-mêmes vont abonder pour éviter que la dette privée se transforme en dette publique payée par le contribuable. Parce qu'ils ont bien conscience qu'un jour, les contribuables vont se révolter, quoi. Parce que c'est quand même les banques qu'on déconne. Bon. Alors, dans les jours de fête, ils vous rajoutent, on va faire une directive de séparation bancaire pour séparer les activités de détail et les activités spéculatives. Il y a eu un rapport qui s'appelle le rapport Liikanen, du nom de l'ancien président de la Banque centrale finlandaise, que M. Barnier devait mettre en musique et qu'il n'a jamais fait parce que vous avez eu un lobbying de toutes les banques européennes et françaises en particulier pour qu'il n'y ait pas de séparation. Vous savez, la fameuse Banque universelle française, alors, en fait, la Banque universelle française, c'est pour que les banquiers fassent leurs petites affaires et se couvrent sur vos dépôts. Hein. Ça ne sert qu'à ça, la Banque universelle. Ça ne sert qu'à ça. Donc, il y a eu une pression, et donc il n'y a pas eu de directive bancaire. Et même pire, vous savez, la titrisation. La titrisation, c'est le fait... Enfin, c'est ça qui a été à l'origine de la crise de 2008. Hein. C'est un peu technique, mais ceux qui ont suivi l'affaire savent de quoi je parle. Ça veut dire simplement que lorsque les banques américaines, type Lehman Brothers, Goldman Sachs et tout, ont accordé des crédits hypothécaires, ensuite, ils les ont mélangés avec d'autres crédits, plus ou moins risqués, et ensuite, ils les ont revendus aux institutions financières du monde entier. Et la crise s'est déclenchée parce que dans ces produits composites, vous aviez des subprimes pourris, qui consistaient à accorder des prêts aux ménages pauvres qui n'ont plus réussi à payer. Donc, ça s'est cassé la figure, et on a fait le procès de la titrisation après la crise. Nous, dans notre programme, il y a écrit interdiction de la titrisation. Hein, jusque dans les années 90, il n'y avait pas besoin de titrisation pour financer l'économie. Les prêts bancaires classiques, ça marchait très bien. Nous, dans le modèle français, on avait les prêts bonifiés des banques administrées que contrôlait la Banque de France nationalisée, ça marchait très bien. Il n'y a pas besoin de la titrisation. Bon, je conclus. Il n'y a pas besoin de la titrisation. Et je voulais conclure justement là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Octobre 2017, ben vous pouvez regarder, hein, règlement sur la titrisation, ils ont fait adopter en codécision par le Conseil et par le Parlement européen, et les socialistes ont voté le truc. La relance de la titrisation. Vous avez un règlement aujourd'hui qui encourage la titrisation, c'est-à-dire ce qui a été à l'origine de la crise de 2008, pour relancer la croissance en Europe et financer cette croissance par le crédit. Donc on n'a rien du tout tiré comme conclusion de la crise de 2008. C'est retour au business as usual, comme ils disent dans les films. Hein, vous avez plein de films là qui expliquent tout ça très bien. Et donc voilà. Donc pour conclure, bah, dans le cadre du plan A, vous voyez à peu près ce qu'on va leur proposer. C'est-à-dire soit on s'attaque sérieusement à toutes ces questions-là et comme on connaît un petit peu, on a quelques solutions à proposer. Soit ils veulent pas, bah on se casse. C'est pas très compliqué. Il y en a d'autres qui se sont cassés. Ça se passe très bien pour eux, contrairement à ce qu'on raconte. Bon, alors on n'appliquerait pas forcément les politiques libérales qu'appliquent les Britanniques. Hein, comme quoi, c'est pas uniquement une histoire de sortie de l'euro. La sortie de l'euro, ça permet de régler le problème du taux de change, ce que font tous les pays. Et donc ça, contrairement à ce qu'on raconte, ça ne pose aucun problème. Au contraire, ça redonne des marges de manœuvre en matière de compétitivité. Et puis après, ça permet surtout de disposer des marges de manœuvre. Vous n'avez plus le pacte de stabilité à appliquer. Vous pouvez financer votre dette avec l'argent que crée la Banque centrale, etc., etc. Donc, il y a plein d'avantages, il y a des inconvénients, mais il y a aussi pas mal d'avantages. Et puis, ça permet également de remettre sur pied une véritable réglementation du secteur bancaire. Donc, s'ils ne veulent pas, on a un plan B. On va leur présenter le plan A, parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide à faire, et parce que dans un marché mondialisé, il faut effectivement mieux que tout le monde s'entende.
Mais si tout le monde ne s'entend pas, on ne peut pas continuer comme ça. Donc on s'en ira. Merci.